Bonjour à tous et bienvenue, c'est EPI numéro 14, le magazine des startups et de la nouvelle économie. Qui est donc cette jeune fille à mes côtés? C'est Jennifer Eisenman qui désormais co-anime cette émission. Salut! Salut Bertrand! On a l'occasion d'œuvrer tous les deux sur Digital Business News. Vous voyez le petit logo en haut qui participe donc de manière active à cette émission pendant laquelle on va découvrir plein de gens. Jennifer va aussi poser plein de questions, va être en charge de vous rappeler en permanence quel est le hashtag de l'émission. Le hashtag est EPITV. Vous pouvez donc intervenir à tout moment sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on compte sur vous pour intervenir. Elle a un écran devant les yeux, ce qui n'est pas mon cas, qui lui donne tous les tweets en temps réel. Vous pouvez y aller. On aura notre chronique habituelle avec Ilan Beacera depuis Palo Alto, dans la Silicon Valley. Salut Ilan, avec une belle image. Cette fois-ci, la dernière fois c'était un peu cata. Cette fois-ci, on a le droit à quelque chose d'assez joli. Comment ça va Ilan? Salut, ça va super. L'été ici. C'est l'été? Oui, nous aussi. Nous aussi. C'est l'été. Il n'y a pas de souci. Ça sera sous le signe de l'été. On aura également dans cette émission, on va commencer dans l'ordre d'apparition à l'écran, comme disait l'autre, Cédric Levray, qui est le cofondateur de Fure et Compagnie. Fure et Compagnie, on va vous dire ce que c'est. Cédric, bonjour. Bonjour Bertrand, bonjour Jennifer, bonjour Ilan. Dites-nous, Fure et Compagnie, en deux mots ce que c'est, parce que c'est vraiment, ça se joue sur les mobiles, il s'agit d'avoir quelque chose de très ludique, et c'est notamment autour du patrimoine, mais pas que. Le reste du pitch, en 30 secondes, c'est à vous de le faire. En fait, c'est des applications de jeux de terrain, donc on doit se déplacer in situ pour faire une enquête, pour faire un jeu de rôle, alors on peut avoir des jeux de piste, des chasses au trésor, pour découvrir des musées, des châteaux, des territoires, découvrir une ville, découvrir une entreprise, voilà. Donc il y a énormément de champs d'application possibles. L'idée, c'est que le smartphone n'est pas un jeu vidéo, mais sert d'outil de valorisation de l'environnement réel. Vous avez déjà créé combien d'applications dans ce style-là? Alors aujourd'hui, on a plus de 150 jeux en ligne. Alors tous sont pas sur des applications uniques, mais on a 150 jeux. D'accord. On parlera avec vous donc dans un instant de ce que vous faites au sein de Fure et Compagnie, clairement avec des extraits pour qu'on voit vraiment comment ça se situe. On parlera également avec Benoît Bazzacco, le CEO. Bazzacco. Bazzacchi. Excusez-moi, Benoît Bazzacchi, pardon, le CEO de Smart Angel. Ça démarre bien, hein? Super. Super. Est-ce que Benoît est avec nous? Benoît. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors on a la voix, on n'a pas encore l'image, mais ça ne saurait tarder. Voilà, Benoît Bazzacchi, excusez-moi pour avoir écorché votre nom. Smart Angels, en fait, c'est du crowdfunding. C'est comment investir simplement dans des startups aujourd'hui, mettre de l'argent dans des startups. Et ça tombe bien parce que l'actualité vous a donné raison, et notamment la ministre vous a donné raison. Maintenant, on peut tous y aller en toute légalité, c'est tranquille. Oui, tout à fait. Les évolutions réglementaires qui ont été annoncées sont très favorables. Ah oui, votre secteur va connaître un gros boom. Donc Smart Angel, c'est une start-up qui a su se positionner bien au bon moment. Vous avez réalisé combien de levées? 4 millions d'euros l'année dernière, quelque chose comme ça, en cumulé ou pas? Alors là, on est en train de closer notre neuvième opération et on a collecté depuis le début de notre activité 4 millions d'euros. Voilà, on me dit dans le casque closer. On dit pas, il paraît qu'on ne dit pas closer, on dit clore. Mais quand on parle d'argent, on dit closer. Ça se dit comme ça sur un deal. Et auprès de combien d'investisseurs, Benoît? Alors aujourd'hui, on a 5000 investisseurs sur notre plateforme. Pour combien de startups? 9, c'est ça, hein, qui ont déjà été financées ou qui sont en passe de l'être. Exactement. On parlera de Smart Angels dans un instant avec des extraits, là encore à l'appui, puisque les startups qui présentent leurs trucs sont un petit peu comme sur les plateformes où on présente des projets traditionnels, c'est-à-dire qu'on fait une vidéo pour essayer de raconter ce qu'on peut faire et pour lever de l'argent, ce qui est un tout petit peu normal. Sur Kickstarter, on fait la même chose avec des projets par exemple. Et puis il y a Yannick Jaurès. Je n'ai pas écorché son nom là, Jennifer. Non, ça va, c'est bon. Après, ça va. Tout à fait, bonjour. Yannick Jaurès, ça va être Soyouz. Ouais. Soyouz, ça rappelle des fusées, mais c'est pas exactement la même chose. C'est avec un Y et deux O, 3 même carrément, puisqu'il y en a un avant le Y et deux après le Y. Et Soyouz, c'est quoi exactement? Alors Soyouz, c'est le premier outil d'aide au choix qui vous permet de trouver un produit technologique, comme un appareil photo, une tablette tactile, un smartphone, en fonction de l'usage que vous allez en faire. Bon, c'est pas la peine de garder le micro comme ça, Yannick, vous pouvez, parce qu'on aimerait bien voir votre visage aussi, vous voyez, c'est de la télévision, donc en plus vous êtes beau gosse, donc il n'y a pas de souci. Profitons-en, on va vous entendre. Et Yannick, c'est uniquement pour le high-tech? Alors pour l'instant, c'est que le high-tech, mais on est en train de préparer les guitares, par exemple, et dans un futur plus ou moins proche, les voitures.
carrément les voitures. On racontera ce que c'est que Soyuz parce que c'est quand même le mélange assez détonnant entre un comparateur, donc comparateur on sait ce que c'est, et puis une sorte de média également, hein, puisque vous faites plein d'articles sur les articles qui sont proposés, des articles sur les articles en l'occurrence. Mais il y a du contenu, ce qui permet d'affiner son choix en plus de tous les critères de sélection qui sont vraiment bien faits et qu'on détaillera tout à l'heure. Merci à tous les 4 d'être là. Peut-être une petite virgule. C'est le luxe. Non, allons-y, gaiement, soyons fous. Ouais. Et on retrouve, comme chaque début d'émission, Ilan Abeacera depuis Palo Alto, dans la Silicon Valley. C'est l'été là-bas, Ilan. Alors, on parle de pas mal de choses, et notamment l'application de la semaine. Est-ce qu'Ilan est avec nous ? Oui, je vois un morceau d'Ilan derrière, donc je pense qu'il est là. C'est QuizUp qui fait le buzz un petit peu cette semaine-là. Ouais, écoute, QuizUp, c'est une start-up que je suivais depuis pas mal de temps. Alors, eux, ils viennent d'Islande. Et en Islande, ils sont hyper connus. C'est devenu un peu la grosse success story. Ils ont levé 20 millions de dollars avec Sequoia Capital, ce qui est très rare pour une start-up qui vient d'Islande. Et en fait, c'est une appli mobile qui est disponible évidemment sur iPhone, mais aussi sur Android depuis la semaine dernière. Et en gros, c'est un espèce de Jeopardy, si on se rappelle un peu de ce que c'est Jeopardy, mais sur mobile et social. Donc, j'ai des quiz. Je peux envoyer des challenges à mes copains, un peu à la Song Pop, la même façon, le même style. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté un peu culture, parce qu'on apprend plein de choses sur QuizUp et moi je l'utilise depuis 2 semaines. C'est entre un jeu et une app autour de l'éducation. Eux, ils mettent pas mal l'accent sur le côté éducation. Et je pense qu'il y a pas mal de belles histoires qu'on va entendre sur QuizUp. Alors, juste pour la petite anecdote, en fait, un des employés de Jive où je travaille est parti chez eux, bosser chez eux là cette semaine, et c'est devenu un peu le numéro 2 de cette boîte. Et il me racontait qu'il venait de signer justement un contrat avec une grosse chaîne de télé aux États-Unis pour transformer QuizUp en jeu à la télé, un espèce de Jeopardy où tout le monde peut jouer depuis son canapé avec le mobile. Et je trouve que c'est une idée géniale. Alors ça, plus largement que ça, c'est vraiment le truc à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire que la télévision est en train de devenir vraiment, vraiment interactive, y compris en live. On commence à voir apparaître les premières émissions à la télévision française. Est-ce qu'aux États-Unis, ça a déjà pris du sens ? Est-ce qu'il y a déjà des émissions qui jouent comme ça sur des interrogations, des quiz ? Puisque nous, il y a un quiz là, qui va démarrer dans quelques jours notamment. Enfin, il y en a déjà un qui a démarré, je crois, sur M6, avec 2 animateurs. Et puis, il y a une autre émission qui va se faire sur M6 dans quelques jours, qui va démarrer, qui va être sur un même principe, où on va interroger les gens comme ça en temps réel. Ça marche aux États-Unis, ça ? Écoute, non, j'ai pas l'impression que ça a vraiment démarré aux US, donc c'est pour ça que QuizUp apparemment a trouvé beaucoup d'intérêt dans les chaînes US, parce que c'est clairement l'avenir. Donc non, pas encore. On voit pas trop. Donc ce sont des quiz écrits, c'est ça, qui sont vraiment des questions de culture générale. Ouais, de culture générale, mais tu peux choisir en fait des thèmes, tu as des quiz autour des logos, tu as plusieurs niveaux évidemment, entre niveau 1 et niveau 10, tu as des quiz autour de la technologie, autour de la géographie, et franchement c'est hyper sympa, c'est ludique, et en même temps vraiment tu as l'impression d'apprendre des trucs. Et donc voilà, ils ont levé 20 millions, ils sont partis sur les chapeaux de roue, ils ont déjà, je crois, plus de 20 millions de downloads, donc c'est assez gros. Hein. Ouais, 20 millions pour des quiz, ça fait rêver quand même. Ouais. Ça c'est sûr. Et l'app est super sympa, elle est très jolie, elle est très bien faite, vraiment agréable à utiliser. Tu joues un peu à des trucs comme ça, toi ? Non, pas tellement. Non, c'est pas trop. Non, c'est pas très parisien. Non, c'est pas très parisien. Par contre, il y a une version movie de Song Pop qui vient de sortir. D'ailleurs, j'ai vu ça sur Android, qui est plutôt sympa. Song Pop qui a été créé par des Français à New York et qui est un vrai carton. Zuckerberg avait dit que c'était carrément addictif totalement. Et Song Pop, on se défie pour des blind tests musicaux, mais il y a une version movie qui vient de sortir, donc sur les films, sur plutôt le patrimoine américain. C'est plutôt sympa. Et cette gamification, elle commence à devenir importante sur les mobiles. Old School, ça fait longtemps que tu as quitté l'école. Hein, donc pas tellement. Pas tellement, non. Mais finalement, il y a une école qui est financée comme une start-up aux États-Unis. Qui a levé 33 millions de dollars. C'est pas vrai. Comment ils ont fait ? Justement, Ilan va nous dire tout ça. Ouais. Alors, c'est une start-up / école qui s'appelle Alt School.
et qui a été monté par un entrepreneur ici très connu qui s'appelle Max Vantila et qui avait monté une startup qui avait été rachetée par Google qui s'appelait Advark pour 50 millions. Il y a quelques années maintenant, Advark, c'était d'ailleurs un super produit que j'utilisais, que Google a coupé. Et puis il a quitté Google pour monter une école. Alors il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans. La première chose, c'est que maintenant les écoles sont financées par les fonds de venture capital américains, donc ça c'est quand même assez impressionnant. Alors ils ont annoncé aujourd'hui justement une levée de fonds de 33 millions de dollars. Et le concept de l'école est premièrement très focalisé sur les sciences. Alors évidemment, la première école est à San Francisco, donc il y a pas mal d'écoles dans ce style d'ailleurs à San Francisco. Il y en a une autre qui avait été montée par les fondateurs de Twitter et qui est un peu dans le même style, très focus technologie, science. Dès le début, on pousse les enfants à aller dans le côté scientifique des choses. Et ça commence très tôt. Hein. Et le deuxième concept de cette école, c'est en fait qui groupe les enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 9 ans. Donc il n'y a pas une classe par an, c'est des groupes d'enfants sur 2-3 ans, ce qui est assez intéressant. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça marcherait, mais en tout cas c'est leur concept et ça a l'air d'avoir séduit. Alt School, hein, c'est A-L-T, c'est comme ça. Ouais, Alt School. Pour alternative. 33 millions de dollars, ça rigole pas, hein. Plutôt sympa ça. De toute façon, pour monter des écoles, il faut de l'argent. Hein. C'est des gros bâtiments, c'est des salaires, etc. Ah, on arrive au sujet qui va plaire à Jennifer, je le sens. Va savoir pourquoi. Je sais pas du tout. Le shopping, la révolution de l'e-commerce est en marche. Est en marche. Ouais. Avec des nouvelles applications, en fait, des nouvelles solutions qui sont proposées à la fois par Google et par eBay. Oui, alors eBay Now, je crois qu'on en avait déjà parlé. Oui. C'est cette application, c'est une application mobile, ça existe sur le web. C'est évidemment eBay qui propose ça et qui propose d'acheter dans les magasins qui sont autour de vous, online ou depuis le mobile, et d'être livré dans la journée. Et au début, je voyais pas trop l'intérêt, et finalement, j'ai commencé à l'utiliser parce que quand tu habites dans la Silicon Valley, tu es loin de tout. Et, loin de tout, façon de parler, oui. Voilà. Mais t'es loin des magasins. C'est pas le Zimbabwe non plus, quand même, hein, faut pas exagérer. Ouais. Non, mais bon, si t'as envie d'aller acheter quelque chose chez Toys R Us, c'est 30 minutes de voiture en moyenne, donc c'est quand même pas à côté. En même temps, c'est pas très courant d'aller chez Toys R Us, mais... Ben non, mais ça peut arriver d'avoir pendant la journée, et c'est comme ça qu'un jour j'ai pensé à eBay Now, et depuis je l'utilise très régulièrement. Alors c'est des magasins en général qui sont en dehors des agglomérations, et c'est pour ça qu'il y a un intérêt, et tu commandes et 2 heures plus tard c'est livré chez toi, donc c'est sympa. Et en fait, Google Shopping Express, c'est le nouveau service de Google qui est sorti en bêta il y a 2 mois et qui est maintenant disponible pour un peu plus de villes, et qui cartonne dans la Silicon Valley. C'est incroyable, il y a des voitures Google Shopping Express partout, et en gros, eux, leur positionnement est un peu différent d'eBay. C'est principalement pour de la nourriture ou pour des produits de grande consommation, que ce soit des shampoings ou autres. Donc en gros, beaucoup de gens qui travaillent tard n'ont pas le temps d'aller faire leurs courses, et ils font leurs courses au Google Shopping Express, et tu reçois tes courses devant ta porte, hyper bien présentées dans des beaux sacs. Et en fait, j'ai vu carrément les employés de Google Shopping Express, comment ils procèdent. C'est hyper simple. Ils ont leur voiture qui est à la marque de Google, et ils vont dans les magasins faire les courses pour toi. Ils ont leur belle chemise Google Shopping Express, et ils te livrent en personne. La livraison est gratuite les 6 premiers mois. Ils te livrent en personne, et donc même chez Jive, on a toute la journée des livreurs de Google Shopping Express qui arrivent et qui te déposent tes courses. C'est super sympa, et ça explose ici. Bah et donc, ça fait rêver quand même. Hein. Bah, ça existe déjà, en quelque sorte. Ça existe déjà, mais à ce niveau-là, quand même, là, c'est impressionnant quand même. Hein, j'ai l'impression. Là, la logistique est parfaite, et pour le coup, il faut beaucoup de moyens. C'est pas n'importe quelle start-up qui peut faire ce genre de choses. Et que fait Amazon dans cette histoire ? Ils sont pas un peu sur le terrain un petit peu de la livraison rapide ? Amazon, clairement, ils doivent y penser très très fort. J'espère. Ils lancent, en tout cas, ils n'ont pas lancé ici, ou c'est très bientôt, mais c'est un service qui s'appelle Amazon Fresh, qui est dans le même style, où tu peux commander. Alors là, c'est principalement de l'épicerie, et tu peux commander sur Amazon et être livré dans la journée. Mais pour le coup, Amazon sont hyper bons dans n'importe quel de leurs sites, le site qui leur appartient.
t'es livré le lendemain, quoi. La plupart du temps, donc ils sont quand même déjà très très forts là-dessus. À propos d'Amazon, j'ai vu un reportage télé il y a 2 jours où la journaliste nous ressortait l'histoire du drone d'Amazon en nous annonçant ça comme une vérité. Apparemment, elle n'avait pas été au courant en préparant son sujet, que c'était un fake complet, que c'était du bidon. C'était annoncé, c'était dans le journal de 20h. Hein, on salue le professionnalisme du journalisme français. Ils ont quand même nous sortir des trucs. On fait le tour du web comme étant des trucs bidons. On la félicite. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est tout ? Écoute, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà, effectivement. C'est déjà pas mal. Bon, tu restes avec nous parce que là, tu vas pouvoir donner ton avis sur pas mal de startups, en l'occurrence. Ce sont des startups qui ont plus ou moins de longueur de vie derrière elles jusqu'à présent, mais qui font pas mal de choses vraiment intéressantes toutes. Donc, Fur & Company, Smart Angels et Soyuz. Ouais. Fur & Company... Ça parle bien, ça, Fur & Company, parce que c'est quand même un truc... T'en as pensé quoi, toi, Jennifer, quand tu l'as vu ? Moi, j'ai trouvé ça incroyable, parce qu'au-delà de que ce soit une occasion de découvrir le patrimoine français, il paraît qu'on peut aussi organiser une sorte... son EVJF, son enterrement de vie de jeune fille. Son EVJF, d'accord, pardon. Et organiser une chasse au trésor. Ouais. Et donc, je trouve ça assez ludique, c'est original. Donc, c'est l'EVJF qui t'a parlé, toi ? Ouais, moi, tout de suite. Hein. D'accord. Cédric Levray ? Je me marie pas demain, mais... Alors effectivement, alors, on vient de sortir une application juste pour les EVJF, pour les enterrements de vie de célibataires, on va dire au sens large. Oui, parce qu'il y a aussi des garçons qui font ça. Ouais. EVG, pour la version masculine. Voilà. Oui, EVG, et donc on a en fait 2 applications aujourd'hui disponibles, majoritairement disponibles en ligne. En fait, il y a Piste et Trésor qui va contenir tout un tas de jeux qui sont déjà scénarisés. On a par exemple Ombre sur Versailles, on va aller mener l'enquête au château de Versailles, en commençant dans le château et en finissant par terrasser la menace dans les jardins du château. On va avoir un jeu au Louvre à Abu Dhabi. On a des jeux qui sont dans l'univers de la bande dessinée aussi, qui reprennent des héros de bande dessinée dans une approche transmédia, comme le jeu Complot à la Corderie sur le site de la Corderie Royale de Rochefort. Donc ça, c'est des jeux qui sont prêts à jouer. On part tout de suite avec ses amis. Alors ça peut être effectivement un enterrement de vie de garçon, un enterrement de vie de jeune fille, un anniversaire, ou juste en famille pour découvrir un site. Et puis là, on vient de sortir une plateforme qui s'appelle Furet Factory, et sur laquelle chacun va pouvoir faire ses propres jeux. C'est-à-dire que vous voulez faire pour une copine qui va faire son enterrement de vie de jeune fille, vous voulez faire un petit jeu, vous faites ce que vous voulez en fait. Vous êtes absolument libre de faire votre petit jeu, bien sûr plutôt à tendance sur site, aller dans Paris, se promener et puis mais finir. Ça coûte combien de fabriquer ça ? Sympa, enfin bref. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Ça coûte combien, Cédric, de fabriquer ça pour son enterrement de vie de garçon ? Alors le Furet Factory, c'est complètement gratuit. Ah ouais ? Là, c'est vraiment le principe de base de cette application, c'est un peu de voir l'usage qui va en être fait. C'est assez expérimental en fait. Donc, on veut voir un peu comment les gens prennent en main cet outil et ce qu'ils vont en faire. Et l'un de vos premiers... c'est complètement gratuit. Et sur Piste et Trésor, la grande majorité de nos jeux sont gratuits, excepté quelques jeux sur Paris et sur Lyon. Et c'est financé par, je vous donnais l'exemple du château de Versailles, de la Corderie Royale de Rochefort. Ce sont les sites en fait qui financent les jeux pour attirer du public. Il faut savoir que sur, par exemple, le château de Chalusset, la fréquentation du site a augmenté de 20% grâce aux jeux qu'on leur a fait. On a une petite vidéo d'ailleurs, on va peut-être la regarder. En tout cas, on va regarder des extraits parce qu'elle est un peu longue, la vidéo de présentation de Furet. On peut mettre carrément le son pour entendre un peu ce qui se passe. Et puis, on revient dans 2 secondes pour vous parler de Fur & Company. Et voilà, Fur & Company, ça continue comme ça, il y a toute une démo, ça a l'air sympa, hein ? Ouais, très. Moi je trouve ça assez doux, assez aussi féminin. Enfin, les filles adorent ce genre de jeu, hein. Je sais pas si tu joues à des trucs comme ça avec ton mobile, mais ça ressemble quand même à des choses qui marchent bien aujourd'hui, hein. Ouais. Et Cédric, vous m'entendez ? Est-ce que Cédric est toujours avec nous ? Cédric m'entend ?
Ah oui, vous m'entendez plus ? Si, très bien. C'est bon. Ah bon, donc vous ne m'avez pas entendu. Est-ce que vous avez entendu ma dernière phrase ou pas ? Non, quand vous avez demandé le numéro de téléphone de Jennifer, on n'a pas entendu. Donc, non, on n'a pas du tout entendu la dernière phrase. Vous disiez ? Non, je disais simplement que tous les jeux qu'on crée sur PC Trésor sont toujours des jeux qui vont amener le joueur dans son environnement réel. On va toujours créer la passerelle entre le virtuel, donc le smartphone, qui sert de vecteur au jeu, et le réel. Donc on va avoir des reconnaissances d'images, de la géolocalisation, de la réalité augmentée, voilà. Et tous nos mécanismes de jeu ont toujours pour but d'emmener les gens à découvrir, à s'apesantir sur leur environnement réel. Et comment vous avez vendu ça au départ à des musées, par exemple, à des organismes culturels ? Comment est-ce qu'on leur dit on va gamifier un petit peu votre expérience ? On est dans les anglicismes là, mais comment ça se passe au départ ? Il faut bien se lancer. En fait, ça s'est très bien vendu puisque nos plus belles références, ce sont des appels entrants. Donc, Château de Versailles nous a contactés parce qu'ils trouvaient que c'était génial. C'est bien quand le Château de Versailles téléphone. En général, c'est pour ça aussi. Google aussi, on a fait un jeu pour Google. Pour Google, oui, c'est bien. Pour 65 développeurs de Google qui voulaient apprendre à se connaître et découvrir Paris en même temps. Donc voilà, l'approche du jeu, je pense que c'est quelque chose, tout le monde est sensibilisé à l'intérêt du jeu. Il y a beaucoup de gens, on a un très bon accueil par les collectivités qui nous disent oui effectivement, si on vous dit que le jeu ça nous intéresse pas, on vous ment forcément. Donc voilà, l'utiliser le jeu pour faire découvrir son site, c'est quelque chose, je pense, tout le monde a un peu ça en tête. Et aujourd'hui, beaucoup de jeux papier existent. Voilà. Donc nous, on apporte tout l'intérêt du smartphone par rapport à ça. Cédric, l'un de vos premiers jeux, c'était avec la RATP pour les Journées du patrimoine, pour faire en quelque sorte découvrir le métro. Tout à fait. Et moi, ce que j'aimerais savoir, j'ai lu que, en quelque sorte, quand on télécharge le jeu, il se télécharge entièrement et on n'a pas forcément besoin d'avoir la 3G. Donc, pour le coup, dans le métro, c'est plutôt efficace. Oui, ça peut servir vu qu'elle est... vu que la 3G fonctionne à merveille dans le métro. Moi, je voulais savoir comment on fait pour être géolocalisé sans réseau, sans 3G. Alors, sans la 3G. Effectivement, donc nous, tous nos scénarios de jeu se téléchargent et après vous jouez sans connexion réseau. C'est fondamental parce qu'on a des jeux dans des PNR, dans des châteaux. Enfin, vous pouvez pas avoir besoin de connexion réseau pour ces jeux-là et dans le métro en particulier. La géolocalisation, c'est une autre question. On n'a pas toujours besoin de géolocalisation pour nos jeux et dans le métro, on va pas être géolocalisé en particulier. Ça tombe bien. Mais il faut savoir qu'on peut quand même être géolocalisé dès qu'on est en extérieur sans connexion réseau. C'est un peu technique, mais il y a plein de canaux pour être géolocalisé, et en particulier les satellites GPS. Alors si vous n'avez pas d'accès à votre réseau téléphonie, si vous avez la chance de voir les étoiles, vous allez vous géolocaliser par les satellites GPS. Donc voilà, nous c'est un peu notre expertise, c'est-à-dire qu'on va pas conseiller des jeux basés sur la géolocalisation quand on est en sous-sol. Ça veut dire qu'un jeu pèse combien sur le téléphone ? On conseille à faire des jeux de moins de 20 mégas. Ouais, c'est pas énorme. Non, mais on n'est pas. Encore une fois, on n'est pas sur du jeu vidéo parce que on n'est pas sur du jeu vidéo parce que l'idée c'est pas que le joueur soit enfermé dans son smartphone. Donc on va avoir très peu de vidéos tout simplement aussi parce qu'on est en extérieur et que regarder une vidéo en extérieur c'est pas très pratique. Vous avez le bruit de la rue ou bien vous êtes dans un musée puis il faut pas faire de bruit. On est contre le port du casque dans nos jeux parce que vous enfermez les joueurs alors qu'on est justement censé être dans le monde réel. Donc on est en déplacement, il faut donc voilà. Donc finalement on a de la photo, on a de l'audio, on a quelques vidéos, mais plutôt pour lancer le jeu. Et puis après voilà, c'est assez léger. Avant Fur et compagnie, quel a été votre parcours, Cédric ? Alors moi je suis un ingénieur, j'ai fait toute ma carrière dans l'informatique et les télécoms et j'ai fini par travailler pour les banquiers. Donc je faisais je vendais des logiciels de calcul de risque bancaire. Et au bout d'un moment j'en ai un peu eu marre de voir des banquiers à longueur de journée. Puis ça faisait, en fait pendant 10 ans j'ai cherché une bonne idée pour monter ma boîte, puis j'ai mis 10 ans à en trouver une. J'en ai jeté pas mal.
Et puis comme moi je suis un joueur et que je suis technique dans l'informatique et les télécoms, je me suis dit voilà, moi mon métier ça va être de faire une plateforme de jeu pour voilà. Donc nous notre cœur de métier c'est vraiment la plateforme technique, c'est-à-dire que pour le scénario on va travailler avec des partenaires, avec même des fois directement les offices de tourisme, les territoires ou même des particuliers. Nous on fournit une plateforme. On va prendre l'exemple peut-être de Brest. Il y a eu quelque chose qui s'est fait à Brest qui était sympa. Peut-être regarder un petit peu, pendant qu'on en parle d'ailleurs, ce jeu, la Presqu'île. C'était quoi le case study de Brest en fait ? Là, l'idée sur Brest, donc la Presqu'île au Trésor, c'était un peu le même cas que toutes nos villes, c'était de mettre en avant un territoire, de le dynamiser pour un public familial, de dynamiser l'offre touristique. Donc de faire en sorte que les personnes qui sont sur un territoire découvrent l'offre touristique du territoire. Donc c'est pour ça qu'on a, par exemple, on gagne un coupon réponse pour aller au musée de la fraise de Plougastel. Et l'idée c'est aussi d'avoir quelque chose qui s'adresse aussi bien aux habitants qu'aux touristes. C'est-à-dire que par le jeu, vous allez pouvoir vous adresser aux gens qui connaissent très bien le territoire en disant voilà, c'est quelque chose de nouveau, et donc les gens vont redécouvrir quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Et là, donc il y a le cas de Brest, mais je pourrais citer aussi quasiment tous nos jeux, et en particulier Château de Versailles. On a lancé le jeu du Château de Versailles sur les abonnés du Château de Versailles, donc des gens qui vont très très régulièrement, puisqu'ils ont un abonnement. Et tous, à la fin du jeu, on nous a dit avoir découvert énormément de choses parce que vous attirez le regard sur un détail. Vous entrez dans la culture, vous entrez dans le patrimoine par du point de détail. Donc je suis sûr qu'à côté de chez vous, vous avez un Angelot, un Porsche que vous avez jamais remarqué, pour laquelle il y a des détails sur lesquels vous ne vous êtes jamais arrêté. Et le jeu va vous permettre de vous arrêter, même si c'est juste en face de chez vous. Qu'est-ce qu'en pense Ilan de tout ça ? Je suis sûr que ça l'intéresse bien, ce genre d'expérience-là. Je ne sais pas si c'est la question traditionnelle. Il a des équivalences aux États-Unis de ce genre de pratiques et de genre d'entreprise, en fait, que celle qui est Fur et compagnie. Ilan ? Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Je le sentais bien. J'aime beaucoup le principe. Ce que j'aime, c'est que ça utilise les technologies pour refaire découvrir le monde offline, entre guillemets. Donc, une ville, un endroit en particulier, le château de Versailles. Enfin, je trouve que c'est un super usage de la technologie. Oui, j'ai déjà vu des startups similaires à New York de mémoire, mais alors je me rappellerai pas du nom, mais qui fait comme ça des jeux grandeur nature en utilisant son iPhone avec avec des principes vraiment très très similaires, mais rien qui a explosé en tout cas de mémoire. Mais en tout cas très sympa. J'aime beaucoup aussi tout le style graphique de sympa, la boîte. Furet, je trouve que c'est très sympa. La vidéo est très réussie. Non, franchement top. Cédric, Furet à cause de la chanson Il court le Furet, c'est ça, non ? Alors, non, mais il y a plusieurs choses, mais en fait l'idée de base, je cherchais un animal parce que je voulais qu'on puisse en faire plein de déclinaisons, comme il y a énormément d'usages possibles. Je voulais faire plein de déclinaisons autour de l'animal, donc je trouvais l'animal porteur, et en fait Furet parce qu'on dit fureté tout simplement. J'avais le choix entre la fouine et le furet. Fureté, oui, ça a une petite connotation négative. Fureté, oui. Alors fureté, et d'ailleurs on a pas mal de clients qui font le clin d'œil. Au château de Versailles, vous faites arrêter par un garde virtuel, mais qui vous dit qu'est-ce que vous faites, ça fait une demi-heure que je vous vois fureter dans le château, vous n'avez pas de chapeau et pas de gants. Alors là c'est assez amusant parce que c'est un jeu de rôle en fait. Vous allez devoir réagir par rapport à ça, et suivant votre réaction, le garde va vous infliger une peine plus ou moins lourde. Où est-ce que vous en êtes de l'argent ? Vous avez levé de l'argent ou pas ? On vient de lever, oui, effectivement, fin d'année dernière. On vient de lever de l'argent. On peut savoir combien, ou une fourchette ? 400 000 euros. 400 000 euros. Auprès de quel genre de personnage ? Parce qu'on va parler d'Angels dans un moment. Enfin, vous et moi pouvons être Angels via Smart Angels. On va en discuter avec Benoît Bazocchi, dont je ne massacre plus le nom. Auprès de qui ? Auprès d'anges, auprès des anges du business particuliers, des particuliers en fait. Bon, parce que des anges, vous en avez là en face de vous. Il y a Benoît. Je trouve que ça s'est très bien passé. L'idée a bien plu, et donc on a dû leur expliquer qu'on pouvait pas exactement prendre tout l'argent qu'ils avaient envie d'y mettre, mais voilà. Ce sont des anges. Vous êtes différents des autres. Parce que des anges, vous avez Ilan, donc qui est un angel. Vous avez Benoît, évidemment, avec Smart Angel. Yannick Jauré, vous êtes angel, vous aussi, ou pas encore ?
Ah, pas encore. Ouais. Justement, on attend des anges, nous. Vous attendez les anges. Ça tombe bien, il y en a autour de vous, vous voyez. Il faudra passer le message. Si un ange passe, on est preneur. Qu'est-ce que vous pensez de Fur et compagnie? Vous connaissiez un petit peu ce genre de pratique ou pas, que ce soit Benoît ou Yannick? Ah, moi, je trouve que l'idée est vraiment très très bonne. De toute façon, j'aime beaucoup ce qui mêle le vrai et le virtuel. Je trouve que c'est vraiment le futur. Même dans le e-commerce, on voit qu'il y a de plus en plus d'applications qui mêlent justement les applications physiques, enfin les physiques du e-commerce avec les applications virtuelles. Donc je pense que c'est vraiment le futur en plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Benoît? Oui, effectivement, super application, ça a l'air de bien marcher et c'est toujours bien de voir que des entreprises trouvent des fonds auprès de particuliers. Benoît, décalez-vous un tout petit peu sur votre droite, qu'on lise ce qu'il y a derrière vous. Vous vous êtes mis devant un kakémono, c'est pas pour rien, donc qu'on puisse le lire. Vous pouvez vous décaler juste une seconde? Tout à fait. Alors, de l'autre côté, la plateforme de crowdfunding pour investir dans les startups et PME. Non, mais vous restez dans l'écran quand même. Maintenant, vous pouvez revenir dans l'écran, c'est bon. Je reviens donc. C'était juste pour lire. Non, vous êtes fatigué à mettre ça derrière, autant qu'on puisse le lire. Smart Angels, donc, qui est créé depuis combien de temps, Benoît? Alors, nous sommes en ligne depuis début 2012. Ouais. Et avec une activité réellement qui démarre sectoriellement depuis le milieu de l'année dernière. C'est la première plateforme de ce genre en France, Benoît? Alors, en fait, il y a quelques plateformes. Nous, on fait partie effectivement des plateformes historiques sur ce secteur-là, tout à fait. En fait, il y a trois formes de crowdfunding. Je ne sais pas si on peut décrire il faut les décliner parce que ça nous sujet. permettra de comprendre, oui. Alors, il y a des plateformes qui permettent à des particuliers de donner de l'argent à des projets, d'ailleurs, qui sont de nature entrepreneuriale, mais pas seulement. Ça peut être aussi des projets culturels ou artistiques. Et ça, c'est aux États-Unis, il y a Kickstarter évidemment. En France, on a des plateformes comme KissKissBankBank. Donc, vous donnez de l'argent à un projet et les porteurs de projets vous donnent en échange une contrepartie. Ça, c'est une première forme et ça peut permettre d'ailleurs de financer des entreprises qui ont des produits et qui les proposent ainsi à leurs clients. Il y a une deuxième forme de crowdfunding qui est le prêt entre particuliers. Et puis en France, on va bientôt pouvoir prêter à des entreprises. Donc là encore, c'est une forme de financement qui est ouverte aux entreprises. Et puis il y a une troisième forme de crowdfunding. Et là, on est sur notre métier, le métier de Smart Angels, qui est l'investissement en capital. C'est-à-dire qu'on présente, nous, des entreprises qui sont en recherche de fonds, mais présente à des investisseurs privés. Il y a quelque part un portable qui est en train de vibrer, de sonner, on ne sait pas, en tout cas de rechercher un réseau chez l'un d'entre vous. Il est le temps d'écraser, voilà, je pense qu'il a été écrasé puisqu'on ne l'entend plus. Donc tout va bien. Smart Angels, donc c'est parti de quelle histoire pour vous, Benoît? Vous faisiez quoi avant, en clair? Alors moi, je travaillais dans un fonds d'investissement qui travaillait sur des sociétés de taille un peu plus mature, puisque c'était ce qu'on appelle du capital développement, donc des sociétés qui ont déjà bien dépassé leur phase d'amorçage et qui sont dans du développement, et avec la spécificité qu'on investissait sur du long terme avec des méthodes de ce qu'on appelle donc le private equity, mais sur des sociétés small caps cotées en bourse. Et à ce moment-là, il existait quoi lorsque vous avez commencé à créer ça, réellement, au niveau légal, par exemple? Qu'est-ce qu'on pouvait faire en France et qu'on ne pouvait pas faire à l'époque et qu'on peut faire maintenant? Alors, au moment où effectivement j'ai lancé Smart Angels, on était dans un contexte réglementaire qui était extrêmement flou. Et d'ailleurs, on sait, nous, on a pris un statut, qui est un statut de ce qu'on appelle le conseiller en investissement participatif. On a pris ce statut-là un petit peu par défaut et on a commencé à travailler avec ce statut-là. Et puis très rapidement, l'AMF, c'est-à-dire les autorités de régulation, l'ACP, sont venus nous voir et ont commencé à nous demander un peu comment on travaillait. Et puis ça a été le moment, début 2013, se sont tenues les assises de l'entrepreneuriat, dont on se souvient tous, et où effectivement les décisions qui ont été prises à ce moment-là ont été notamment de créer un cadre réglementaire qui favorise le développement de notre activité du crowdfunding. L'important pour nous, c'était de pouvoir créer un cadre réglementaire stabilisé. C'est comme toute activité d'entreprise. Quand on est dans un environnement qui est juridiquement instable, c'est compliqué d'envisager le développement.
Quel est le montant de la plus grosse levée de fonds, Benoît ? Alors la plus grosse levée de fonds, ça a été 750 000 euros sur une entreprise. Alors qui s'est passé d'ailleurs en 2 fois. Alors on n'était pas complètement sur du numérique, puisque d'ailleurs pas du tout sur du numérique, même si évidemment il y a un site de vente en ligne, mais on est sur une chaîne de vêtements qui s'appelle Bleu comme Gris, des vêtements pour enfants positionnés haut de gamme, avec plusieurs magasins en France et un fort projet de développement à l'international, donc sur de l'économie assez traditionnelle, mais toujours sur des sociétés de croissance. Nous on présente aux investisseurs des entreprises qui sont dans le secteur numérique ou traditionnel, mais toujours avec un projet de croissance fort. Il faut être dans un secteur particulier, non pas nécessairement. Ça peut être justement l'habillement, ça peut être une start-up très très technologique. Comment est-ce que la sélection se fait finalement des projets ? Alors en fait, nous, on sélectionne des entreprises qui sont effectivement dans tous les secteurs d'activité. La sélection, un des critères, c'est justement la possibilité de délivrer de la croissance pour générer de la valeur pour les actionnaires, tout simplement. Et puis, donc ça, c'est un des critères importants. Et derrière, on regarde tous les critères traditionnels, je dirais. Donc on va regarder le potentiel de marché, le produit sur son marché, on rencontre toujours l'équipe, et puis on fait des due diligence de nature juridique. Donc ça veut dire que vous faites votre ancien métier aussi, vous le poursuivez d'une certaine façon ? De manière assez différente, mais effectivement, il y a un lien entre les deux métiers. Je crois que de toute façon, on reste dans une forme nouvelle de l'activité d'investissement traditionnelle, en fait. Gustave et Rosalie, ça fait partie de vos levées de fonds en cours, c'est quoi ? Alors Gustave et Rosalie, c'est une newsletter à destination des couples, un peu sur le modèle des newsletters qu'on connaît comme My Little Paris, Merci Alfred, mais avec un fort focus sur les couples. C'est une société qui est en fort développement et qui marche très bien. Mais aujourd'hui, donc, vous allez faire une sélection avec vos critères à vous, dont on a bien compris que ce sont des critères objectifs de fonds d'investissement que vous utilisez. En fait, c'est les mêmes grilles de lecture que vous utilisez. Comment est-ce que vous présentez ça aux investisseurs potentiels ? Qui sont-ils ? Et comment ça se passe là concrètement pour mettre en branle, entre guillemets, l'opération de levée ? Alors, nous, on présente après toutes les phases de due diligence, on présente, on a quelques semaines de préparation du dossier, et puis on présente ça sur le site. Les investisseurs ont accès à 3 natures de documents qui sont des présentations rapides, ce qu'on appelle les executive summary, qui sont une description rapide des projets. On présente des info-mémos qui sont là les projets de développement un peu plus complets pour chaque entreprise, et puis des notes d'opération qui sont là des éléments juridiques, financiers des opérations. Une fois que les investisseurs ont pris connaissance de ces documents-là, ils peuvent décider, puisqu'ils ont toutes les informations en main, décider de composer leur portefeuille Oui, mais qui sont-ils ? Est-ce que ce sont monsieur tout le monde qui peut devenir angel, ou est-ce que finalement ce sont des angels qui utilisent votre plateforme comme plateforme de filtrage de bons projets finalement ? Alors en fait, on a effectivement un profil d'investisseur qui est très large et qui est beaucoup plus large que ce qu'on avait pu imaginer au départ, parce qu'on a à peu près toutes les tranches d'âge, on a toutes les origines géographiques sur le territoire français, puisque c'est notre contexte réglementaire, et on a toute catégorie d'investisseurs. Donc je dirais, on a nous-mêmes été surpris au départ de cette diversité en termes de typologie d'investisseurs, et donc on s'adresse réellement à tout le monde. Et donc on a des gens qui viennent mettre des tickets qui sont des tickets qui ne sont pas forcément très élevés. On est dans quelques milliers d'euros, et puis des gens qui viennent mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui, eux, connaissent l'investissement, ont l'habitude de l'investissement. Dans l'habitude de l'investissement, mais pas de la connexion Internet, apparemment. Parce qu'on a une petite coupure. Je vais en profiter pour demander à Ilan ce qu'il en pense là, de ce genre de plateforme, lui qui est un angel plutôt inspiré, puisqu'il met des sous de façon régulière dans des boîtes qui cartonnent bien. Il a bon goût, le Ilan qu'on connaît bien. Est-ce que tu peux passer par une plateforme comme ça, à un moment précis, pour t'inspirer un petit peu des investissements, ou est-ce que finalement c'est la rencontre humaine qui prime dans ton cas ?
Alors écoute, c'est une bonne question. Et en fait, aux États-Unis, il y a AngelList, Oui, c'est vrai. qui est évidemment un peu ce qu'on vient d'entendre, Oui, mais bien bon, sûr. à une échelle déjà hyper avancée. AngelList, ça marche super bien, mais force est de constater que en fait, la plupart des investissements prometteurs se passent en dehors d'AngelList. Et bon, alors moi c'est mon cas. Je vais de temps en temps sur AngelList, mais j'y vais de moins en moins souvent. Euh, Parce que je sais pas, en fait, c'est vrai. T'as l'impression que les pépites en général sont cachées, sont pas Mhm. vraiment présentées sur des sites au grand public. Tout le monde peut savoir que tu lèves des fonds. J'imagine que les boîtes les plus belles sont en fait lèvent des fonds très rapidement en dehors de ces circuits-là et en fait n'ont pas besoin d'aller sur AngelList. Donc on va dire que j'ai un avis un peu mitigé sur ces plateformes, même si ça marche super bien pour Ça se AngelList. passerait un peu comme dans l'immobilier quand il y a une affaire absolument monstrueuse et qu'on n'en Oui, voit elle est jamais pas sur la le marché, couleur quoi. sur le marché, quoi. Voilà. Oui, oui, exactement. C'est un peu le même principe. Hmm. Mais ça, enfin, en tant que business, AngelList cartonne. Hmm. C'est un énorme succès aujourd'hui. Maintenant, en tant qu'investisseur et moi personnellement qui suis un tout petit business angel, c'est vrai que je préfère trouver mes deals en dehors de ces plateformes-là. Hmm. On a perdu Benoît Bazocchi, on est en train d'essayer de le récupérer. Je ne sais pas s'il est revenu, apparemment. Non, il n'est pas revenu. Yannick Joré, ça peut être une solution pour vous, pour Soyuz, puisque vous cherchez de l'argent, en fait, de passer par les fourches codines comme ça de Smart Angels, ou pas? Bah, écoutez, nous, notre intérêt, c'est surtout de trouver des partenaires, des investisseurs qui auront un réel intérêt dans notre accompagnement. Hmm. Je veux dire, pour des aspects stratégiques surtout. Donc, on va plus se tourner vers des investisseurs qui sont soit dans le retail, soit dans le e-commerce, pour qu'il y ait un board qui soit vraiment constitué stratégiquement. Et là, vous en êtes où actuellement, d'ailleurs, de la recherche d'argent pour Soyuz, concrètement? Alors là, on a fait un premier tour de Love Money Mhm. où on a pu récolter 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros. On est suivi par la BPI, on a eu un prêt d'honneur. Donc actuellement, on est en phase, je dirais, d'amorçage. On recherche justement des investisseurs pour pouvoir se développer à l'international. Est-ce qu'on a récupéré Benoît Bazocchi? Ou est-ce qu'il a définitivement été capturé par les extraterrestres dans le grand web? Il est en train d'être digéré, me dit-on, dans le casque, par un bonhomme tout vert. Bon, bah écoutez, on va parler de Soyuz et puis on reviendra peut-être sur Benoît dans un instant. Donc Yannick, vous êtes le directeur associé de Soyuz. Et Soyuz, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un mélange entre une plateforme, en fait, un comparateur de prix, tout simplement, et un média. Alors, il y a de temps en temps des médias qui incitent, et de plus en plus d'ailleurs, à acheter directement, qui font de l'affiliation. Vous êtes parti de l'inverse, d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on rend un petit peu plus intelligible une plateforme qui fait de la comparaison de prix, et comment, déjà, on met beaucoup de critères en route pour qu'on puisse trouver son produit dans un secteur bien donné. C'est un peu ça. Alors oui, alors juste avec une légère nuance, c'est que ça, on n'est pas un comparateur, on se définit plus comme un outil d'aide au choix. Ouais. Parce que la finalité, en fait, c'est que les comparateurs, les avis, etc., ça ne permet jamais d'être vraiment sûr de son choix, notamment dans les produits technologiques où il faut lire des fiches techniques à rallonge et où on ne comprend pas forcément pourquoi on l'achète. Là, le but, c'est vraiment donner toutes les clés de compréhension à la personne. Et pour donner ces clés de compréhension, nous, on a en fait internalisé des tests qui sont réalisés par des experts qui vont traduire la technique en usage. Donc, ce sont des experts qui ont entre 15 et 25 ans d'expérience dans le journalisme high-tech et qui font des tests systématiques sur tous les produits que l'on reçoit. Donc, par exemple, les appareils photo, on va les recevoir des constructeurs et on va traduire tous ces aspects techniques en usage. Ce qui nous permet de définir en, par exemple, 13 points comment acheter un appareil photo sans parler de capteur, de focale, de millions de pixels, etc. Vous apportez en plus d'un moteur de recherche classique? Alors, ce qu'on apporte en plus, c'est une vraie aide. Une vraie aide parce qu'un moteur de recherche vous allez
poser des termes, enfin comment dire, des termes clés. Par exemple, je sais pas moi, Canon, capteur, et voilà. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'une marque spécifiquement et d'un aspect technique spécifiquement, mais vous n'êtes pas sûr de cet aspect-là qui correspondra pas forcément à votre choix. Alors que nous, on va marcher à l'envers, c'est-à-dire que on va d'abord s'occuper de la personne et après faire une proposition qui correspondra à son usage. Donc par rapport, alors si on peut faire une analogie avec Google par exemple, c'est que nous on ne va pas filtrer les résultats comme font la plupart des sites e-commerce. On va réordonner en fait les résultats en fonction des réponses aux questions que l'on va poser. Du coup, je suppose que vos bases de données, elles sont mises à jour assez fréquemment. Oui, alors en fait, comme je vous disais, on a des experts en interne. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme ils sont issus du monde du journalisme, toutes les marques nous envoient les dernières nouveautés des constructeurs. Ah, c'est donc ça, c'est le secret pour avoir les objets, c'est d'être déjà backupé par des journalistes en fait. Parce que je me demandais comment on arrive à décider les marques, à vous envoyer tous les produits déjà d'entrée de jeu quand on lance quelque chose, quoi. Alors, ce qui a été très compliqué, c'était justement trouver tous ces experts. Il faut savoir que, par exemple, Canon ne prête qu'à une vingtaine de personnes en France ses produits pour les tester. Ça, je le sais, oui. Donc, je suis le 21e. Bravo, il faudra qu'on parle ensemble, d'ailleurs. Non, mais tout ça pour dire que c'est vrai que c'est pas évident, mais par exemple, quand on va avec un de nos experts au salon de la photo, ils se connaissent tous. Oui. Donc, du coup, c'est un petit milieu. C'est quand même beaucoup plus facile. On est allé voir tous les constructeurs en leur présentant Soyuz. Ils nous ont accueillis vraiment de manière assez chaleureuse, en disant que c'était une très bonne idée. Et typiquement, là, on va installer, parce qu'on a une solution dans notre business model en B2B, pour installer en mode SaaS notre moteur chez Fuji. Donc, c'est tout ça pour dire qu'en fait, les marques nous ont suivis dès le début. Ça, c'est une bonne nouvelle. Benoît Bazocchi est revenu avec nous. Benoît, vous ne bougez pas surtout. Vous ne touchez à rien, vous ne bougez pas d'un poil. On revient avec vous dans un petit instant pour continuer à dire un mot de Smart Angel. Puis on est parti en discussion avec Yannick Joré, donc de Soyuz. Ça se trouve, vous avez une vidéo en fait de présentation de Soyuz. Donc Soyuz, c'est quoi exactement ? La réponse, la voici. Séverine veut acheter un appareil photo. Elle n'est pas rassurée car elle ne comprend rien à la technique. Après de longues heures de recherche sur différents sites, elle hésite encore entre une promo du mois, la meilleure vente du mois et des avis consommateurs. Mais comment être sûr de faire le bon choix ? La meilleure vente du mois est-elle obligatoirement faite pour elle ? Et comment faire confiance à des avis de consommateurs qu'elle ne connaît même pas ? Au final, de quoi a-t-elle vraiment besoin ? Heureusement, Séverine découvre Soyuz, le seul moteur de recommandation capable de prendre en compte ses besoins. Grâce à Soyuz, elle va pouvoir acheter un appareil photo qui lui correspond parfaitement, et ce, au meilleur prix du marché. Elle va d'abord répondre à quelques questions sans même utiliser le moindre mot technique. Soyuz va alors lui proposer une sélection sur mesure et extrêmement pertinente. Pourquoi lui faire confiance ? La sélection est basée sur l'ensemble des produits du marché. Ils sont tous testés par les experts de Soyuz, et ce, de manière indépendante. Alors, n'attendez plus et faites comme Séverine. Tentez l'expérience Soyuz. Ça donne envie. Alors, n'attendez plus et faites comme Séverine. J'aime bien ce genre de publicité. Yannick, combien ça prend avant qu'un profil se dessine ? Yannick, vous m'entendez ? Oui, tout à fait, oui. Combien de temps ça prend avant qu'un profil se dessine ? C'est-à-dire un profil d'utilisateur ? Combien de questions je suppose que c'est sous forme de questions. Un profil de produit. D'accord. Excusez-la, elle vient d'arriver en France, elle ne parle pas encore bien la langue. Mais... Non, je suis parisienne. En fait, on a mis en place un indice qui est une sorte d'indice d'affinité avec le produit, qui s'appelle le use. Et au fur et à mesure des questions, ce use va plus ou moins s'affiner. Plus il se rapproche de 100, plus on est en adéquation avec le produit. Donc, au bout, par exemple, pour les appareils photo, on a 13 questions. On va, au bout de 5-6 questions, avoir une vraie différenciation. En sachant que l'algorithme que l'on a développé, c'est un algorithme qui a été développé par un docteur en mathématiques
Et c'est vraiment quelque chose qui est totalement vivant. C'est une vraie intelligence artificielle et pour le coup, on a tout développé en interne. Ça ressemble un peu à des algorithmes les plus évolués qu'on a trouvés récemment dans certains sites sur les voyages, par exemple, où on affine vraiment en fonction de ses besoins le voyage qu'on peut trouver. Et c'est vrai que là, pour l'instant, vous êtes sur, donc on voit la app photo, tablette, smartphone, casque audio, bref, sur tout ce qui était high-tech. Est-ce que vous allez ouvrir? Oui, apparemment, vous allez ouvrir à d'autres secteurs, hein. Oui, par exemple, alors on a des experts, des journalistes qui maintenant se tournent vers nous parce qu'ils trouvent le projet intéressant. Et on a par exemple un journaliste high-tech qui est passionné de guitare et qui nous a proposé de justement travailler sur les guitares. Il faut savoir qu'il se vend par exemple 4 millions de guitares en France. Mais comment choisir la bonne guitare? C'est toujours un peu le problème. Donc le but, c'est qu'à chaque fois qu'on peut trouver des produits avec des critères objectifs, on puisse justement les insérer dans Soyuz. Est-ce qu'il ne pas d'y avoir de temps en temps des petits conflits d'intérêts quand même dans le fait d'un côté donner son avis sur un produit qu'on a quand même reçu gratuitement de la marque, et de l'autre côté le vendre et donc prendre une commission là-dessus? Comment ça se gère tout ça un petit peu? Alors, c'est une très bonne question. Oui, merci. Non, le but, c'est vraiment un gros travail de fond qu'on est en train de faire, c'est de montrer qu'on peut justement faire confiance à Soyuz parce que nos experts travaillent avec toutes les marques. Il faut savoir que si vous regardez les résultats, on pourra avoir toutes les marques peuvent ressortir en fait. On ne mettra jamais de marque en avant. On peut très bien avoir du Fuji, du Canon, du Nikon, du Sony, du Panasonic, et du coup avoir une vraie chance pour chaque marque, en sachant qu'on ne mettra jamais par contre des marques qui font de la sous-qualité ou de la sur-qualité. Il y a quand même des produits sur lesquels vous gagnez plus d'argent que sur d'autres. Non, en fait, on travaille par affiliation. Oui, mais il peut y avoir des affiliations qui soient plus ou moins intéressantes selon les produits, non? Et selon les sites. En fait, c'est pas nous on gère pas du tout cette partie-là parce qu'on passe soit en direct avec Amazon par exemple qui a son propre programme d'affiliation, soit par des organismes d'affiliation qui gèrent les catalogues produits et qui nous rémunèrent comme tous les affiliés au même pourcentage. Il y a un taux d'achat qui est important, plus important que sur des sites, on va dire classiques ou pas? Vous l'avez identifié ça? Alors, le site est relativement jeune. On est lancé depuis fin novembre en version officielle. Là, justement, on est en train de prendre nos marques. Mais sinon, au niveau des achats, on sent que les gens ne prennent pas encore la portée de l'outil. C'est vrai qu'il faut qu'on explique énormément l'intérêt que ça peut avoir pour les gens. Il faut savoir qu'en général, quand les gens veulent acheter un produit high-tech, par exemple, ils vont passer à peu près 30 jours et visiter 10 sites pour arriver à leur fin. Nous, on se propose de tout faire en un seul site et en 3 minutes. Donc, Yannick, tout à l'heure, vous en avez parlé, vous allez bientôt vous développer à l'international et en Espagne, il me semble. Tout à fait, oui. Alors là, le site, on a un partenaire qui développe le site en Espagne en B2B et en B2C. On a des partenaires qui vont aussi nous développer en Allemagne et en Suisse. Le but, c'est après de partir en Angleterre et très rapidement aux États-Unis. On sait qu'il y a une place à prendre sur ce type de créneau et qu'il faut aller très vite justement pour prendre cette place et éviter de se faire copier par tous les moyens. Oh là là, vous dites qu'il y a une place à prendre aux États-Unis. Moi, je demande la vérification tout de suite avec Ilan Beacera. Ilan, pendant qu'on voit un petit peu des images de Soyuz, est-ce qu'il y a une place à prendre aux États-Unis pour un produit comme Soyuz? Est-ce que tu as bien compris le pitch qui a été défini par Yannick déjà? J'ai très bien compris. Il y a un besoin clairement d'aider les consommateurs à mieux choisir ces produits, ça oui. Par contre, pour moi, je vais être brutalement honnête, je pense Yannick que tu vas beaucoup trop vite dans la stratégie qui doit être dans ta tête, mais qui devrait prendre plusieurs années pour y arriver. Il y a deux choses pour moi qui posent problème. Le premier, c'est que de proposer plusieurs produits dès le début, c'est un risque. Perso, j'aurais été sur les appareils photo uniquement et organiser toute la communication de Soyuz autour de ça. Et de dire, voilà, Soyuz, c'est le site où vous voulez aller si vous cherchez un appareil photo, point. Parce que là, aujourd'hui, d'avoir plusieurs produits, alors en plus, avec les guitares qui arrivent, le message va être très difficile à faire passer. Et le challenge numéro 1 de n'importe quelle startup, c'est de se faire connaître.
Et là, en l'occurrence, comme c'est un peu innovant, c'est un peu nouveau, il faut que le message soit plus concret. Et donc, j'aurais focus sur un seul produit pour démarrer et ensuite, plus tard, aller sur d'autres produits une fois que le concept est clair. Et le deuxième problème, c'est l'expansion à l'international. Pour moi, c'est un autre très gros risque que tu prends parce que ça coûte de l'argent. Et avant d'aller sur d'autres pays, il faut déjà maîtriser son propre terrain de chasse, qui est la France. Alors les États-Unis, j'en parle même pas parce qu'il suffit pas de traduire évidemment son site. Il faut être sur place, il faut aller chercher des partenaires locaux. Et donc le concept très bien, je comprends très bien le besoin. Il y en a effectivement besoin. Mais mon seul conseil de jeune débutant, c'est que quand tu veux aller trop vite, en général, surtout quand on n'a pas levé 10 millions de dollars, c'est un très gros risque parce qu'on ne peut pas tout faire bien. Voilà. Oui, alors quand je disais vite, c'est dans un horizon plus ou moins proche, c'est-à-dire 2-3 ans. Parce que déjà plus raisonnable. Voilà. En fait, pour tout vous dire, on a des concurrents qui commencent à émerger. On sent que ce type de concept, il y a quelques sites qui tournent autour de ce type de concept, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a par exemple un site qui s'appelle Find the Best. Je ne sais pas si vous connaissez, qui justement permet de trouver un produit plus ou moins en fonction de son besoin, mais voilà, on sent que c'est à peu près dans la même veine, mais ils vont pas jusqu'au bout du concept. Benoît Bazocchi, est-ce que vous avez écouté ce qui se disait là? On vous a récupéré au passage d'ailleurs, merci d'être revenu donc de Smart Angels. Est-ce que vous avez écouté un petit peu ce que racontait Yannick? Est-ce que ça fait partie de projets que vous pourriez pulser par exemple sur votre plateforme si vous avez écouté Alors, j'ai repris plutôt vers la fin. Je mets tous les si. Donc ce sera une analyse très rapide, mais effectivement, hein, de ce que j'en comprends, ça fait clairement partie des projets qu'on peut présenter à des investisseurs, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est fort potentiel de croissance et un plan de développement ambitieux. On a un projet qui est facilement compréhensible, et ça c'est un point aussi qui est important quand on fait du crowdfunding et qu'on s'adresse à des investisseurs en direct sur Internet, facilement compréhensible d'un investisseur parce qu'il peut aussi se sentir utilisateur et donc je crois qu'on réunit un certain nombre de caractéristiques qui peuvent tout à fait correspondre à des projets qu'on finance en crowdfunding. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous êtes à la recherche permanente, vous, de start-up pour alimenter votre fonds de commerce, entre guillemets, de start-up que vous présentez comme ça à des angels? Alors oui, tout à fait, puisque nous avons donc une activité qui est une activité d'intermédiation. On est une plateforme qui réunit des investisseurs, des entrepreneurs. On fait en sorte de les faire se rencontrer et de les faire conclure de l'investissement. Et puis on organise aussi la suite de la vie des participations. Donc je dirais, on est toujours à la recherche d'entreprises qui cherchent des fonds. Bien évidemment, on a un déséquilibre assez naturel entre l'offre et de la demande. Il y a énormément d'entreprises qui cherchent des fonds, donc on a un deal flow qui est assez important et la capacité d'absorption de la part des investisseurs, mais là je ne parle pas seulement du crowdfunding, c'est le cas aussi des business angels traditionnels, des fonds d'investissement, et reste limité par rapport à la demande de l'ensemble des entrepreneurs qui peuvent avoir besoin de financement. Si on a une petite seconde, je crois qu'il nous reste vraiment très peu de temps dans cette émission pour regarder peut-être un des projets que vous avez qui s'appelle, alors ça, je sais pas, c'est Crème et Ciseaux, j'ai pas le titre exact, mais Crème et Ciseaux, c'est ça, Tout à fait. Je vois que Jennifer est allée. Je écorcher votre nom, j'essaie quand même de. Attends, c'est moi qui ai écorché son nom. On va écouter ça avec. Il y a même du son dessus. C'est le genre de vidéo que produisent les startups en fait pour lever de l'argent. Bon ben voilà, je crois qu'on n'aura pas le temps de regarder la fin de Crème et Ciseaux puisqu'on en a quasiment fini de cette émission, Jennifer. C'était rapide,
On n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer, à tel point que voilà, il faut qu'on arrête pour cette fois-ci. On se retrouve pour la 15e, ce sera donc dans 2 semaines, 18h, 19h, toujours le même hashtag que vous avez inondé sur le web aujourd'hui. Il y a PTV tout pour le hashtag. Merci beaucoup Jennifer d'avoir participé. Merci Bertrand. Merci à Ilan du côté de Palo Alto, à Cédric Levray, donc cofondateur de Furet Compagnie. Merci à Smart Angels, représenté par son CEO Benoît Bazouki. Benoît Bazouki qui a les mêmes lunettes que moi. C'est pas vrai. Ça, c'est une information qui méritait d'être donnée. Oui, c'est vrai que ça ressemble pas mal en l'occurrence. Vous allez pouvoir vous échanger votre numéro d'opticien préféré. Et puis Yannick Jauré, directeur associé de Soyouz, SOY2OZ. Merci à tous. Merci à Benjamin Vincent qui réalisait cette émission de Main de Maître une fois de plus. C'était la 14e. À bientôt donc pour la 15e. Salut Jennifer. Salut Bertrand. Ciao.